Bonjour, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, en partenariat, comme d'habitude, avec les trois médias partenaires, donc La Croix, Radio Notre-Dame, mais le groupe des radios RCF, bien implanté en France, 70 radios françaises de RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Julien Drey, conseiller régional, ancien député socialiste, très très proche de François Hollande. Et c'est un des conseillers qui est souvent invité le soir à l'Élysée. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Alors vous allez être interrogé par trois journalistes. Je rigolais avec votre allusion sur les invitations de soir. Ah, ben voilà. Bientôt, il va y avoir des gens qui vont guetter à la porte de l'Élysée. Et bien sûr, pour vous demander des autographes. Voilà, vous serez interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix. Bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons bien évidemment parler de l'actualité. Et il y a une actualité qui revient en ce moment, ce sont les Nuits debout. Si vous aviez 20 ans, vous seriez tous les soirs place de la République aux Nuits debout? Parce qu'il y a une limite d'âge. Non, je vous demande pour si être vous debout, aviez 20 ans, est-ce que vous seriez tous les soirs? Mais- Parce qu'on imagine que vous n'y êtes pas en ce moment, tous les soirs. Non, j'y suis pas tous les soirs, mais ça m'a pas empêché d'aller regarder un peu comment ça se passait. Si j'avais 20 ans, est-ce que je serais là? Moi, vous savez, j'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans, donc vraisemblablement, j'y aurais fait un tour. Je ne suis pas sûr que j'aurais été un des piliers de Nuit debout, parce que moi, j'étais plutôt à l'époque trotskiste, donc très organisé, très méfiant par rapport à tous ces mouvements très spontanés. Voilà. Bon, je retrouve des choses, je disais ça à mes enfants il n'y a pas longtemps, je disais, ça ressemble un peu à la faculté de Vincennes dans le début des années 70. Voilà. Bon, ben alors... La faculté de Vincennes a disparu. Bon, nous, on était un peu polémique à l'époque. On disait, ouais, c'est un peu le zoo. Mais bon, il y a un aspect spontané, contestataire. Mais en même temps, il y a une complaisance médiatique qui, évidemment, a survalorisé l'événement. Parce que hier soir, je suis passé encore pour voir de loin. Bon, il y a effectivement de l'effervescence. C'est plus une fête, voilà, avec des moments de réflexion et de débat. Mais bon, voilà. Mais ça marque. Plus une fête pour vous qu'un Non, il y a un mouvement côté politique ou... Je pense qu'il n'y aura pas de mouvement politique qui va naître de ça. D'ailleurs, ils ne revendiquent pas, parce que c'est la prise de parole spontanée, c'est le refus des partis, même si, pour ceux qui ont un peu l'habitude, on voit des têtes qu'on a déjà vues dans d'autres endroits, qui sont d'ailleurs très discrètes quand on les croise. Mais je pense que ce qui est important sur le plan de l'analyse de la société, parce que c'est ça qui est important, c'est que ça marque quand même d'abord l'existence d'une contestation radicale et d'une demande d'autre chose. Voilà. Et qui touche évidemment des nouvelles générations. Une question de Romain Masneau de RCF. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas... C'est surtout la dénonciation de la loi travail, de l'état d'urgence. Est-ce que vous avez entendu des idées constructives, positives? On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. C'est de moins en moins la loi travail. C'est plutôt... C'était à l'origine, je vous dis, au départ, oui, c'était le point de départ. Mais on va y revenir, j'espère, sur la loi travail. Parce que Bien sûr. quand même, il s'est passé des choses depuis. Je dirais presque, désormais, il faudrait qu'il fasse nuit debout pour défendre la loi travail. Ce ne sera pas le cas pour l'instant. Ce ne sera pas le cas, mais à un moment donné, je veux dire, bon, ou alors ils vont défiler avec M. Gattaz. Bon, c'est quand même un problème. Donc, il y a, si vous voulez, c'est une forme de contestation radicale. Alors, ça rassemble des choses qui existaient déjà. C'est une prise de parole qui existait, mais qui n'était pas perçue. Donc on voit des groupes qui étaient très actifs, notamment le DAL sur la question du logement, ou tous les groupes sur les solidarités internationales, etc. C'est quelque chose qui existait, mais qui n'avait pas, jusqu'à maintenant, réussi à se solidifier, à se consolider par le fait d'être tous ensemble. Bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce processus, c'était la prise de parole, elle est toujours utile. Bon, c'est des fois un peu, quand on écoute... ou quand on prête l'oreille, c'est un peu les grands rêves, les exigences, mais ça montre que l'air du temps est en train de changer. Et c'est ça qui est important pour ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Il y a une demande de contestation du système, du néolibéralisme, si je peux l'appeler comme ça, de l'argent roi, des rapports humains qui ont été détériorés par la compétition des uns avec les autres. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est, de ce point de vue-là, positif. En tous les cas, pour les gens de gauche. Alain Baron de Radio Notre-Dame, une question. Toujours autour de ce phénomène, il a été très médiatisé l'éviction de M. Finkielkraut de ce rassemblement. Ça vous a choqué ou vous pensez qu'il l'a bien cherché? Je pense que, honnêtement, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'il pouvait attendre au regard de ce qu'il défend comme position en allant là.
pouvait se faire discret. Bon, on pouvait, comme il l'a dit, se faire une idée par lui-même. Bon, évidemment, ils sont un peu tombés dans le piège. C'est-à-dire un certain nombre d'éléments qui étaient là sont tombés dans le piège et l'ont exclu. C'est pas acceptable. Les mots qui ont été prononcés, pas par tout le monde, mais quelques phrases, notamment, visiblement quelques insultes, n'étaient pas non plus ni acceptables ni tolérables, ont donné une mauvaise image des choses. Mais il y a aussi un caractère un peu provocateur, voulu, assumé. Alain Finkielkraut est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hein. Et il passait pas par là par hasard et voilà. Bon, voilà, donc c'est regrettable, mais en même temps, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur tous les gens qui sont là. Et parce que moi j'ai regardé les images, c'est un petit groupe, et d'ailleurs lui-même reconnaît qu'il a été protégé par des gens, et que si d'ailleurs il n'avait pas été protégé, il aurait été pris à partie beaucoup plus sévèrement. Mais il y a dans ce mouvement, évidemment, un côté intransigeant, intolérant, sectaire parfois, qui existe toujours quand l'extrême gauche se met en mouvement. Laurent de Boissieu. Vous avez dit que c'est une bonne nouvelle pour la gauche, qui est une contestation du néolibéralisme qui émerge. Mais vous voyez bien que pour les organisateurs de Nuit debout, notamment, le PS, en tout cas la majorité du PS, dont vous appartenez, et la gauche gouvernementale, est inclus dans ce néolibéralisme. Donc vous êtes aussi vous êtes heureux de ceux qui vous contestent, en fait. Mais c'est pas grave, ça. Je veux dire, François Mitterrand, quand il a fait le Parti socialiste, vous vous en souvenez peut-être pas, mais quand il a été au Larzac en 1974, il a été accueilli à coups de pierre, chahuté, et pendant toute une période, les militants trotskistes comme nous, par exemple, on n'aimait pas François Mitterrand, et on l'appelait Versaillais, du nom de la commune, voilà, parce qu'on pensait qu'il était de l'autre côté, du mauvais côté. Bon, et pourtant, à la fin, on s'est tous ralliés à François Mitterrand, et on a tous travaillé à le faire élire en 1981 comme président de la République. Donc le problème pour nous, c'est pas de les rejeter, c'est pas de les mépriser, c'est pas d'être arrogant, c'est d'écouter, mais de construire aussi des solutions politiques nouvelles qui répondent à ces attentes. Il y a une demande, et une demande peut-être, une exigence de plus de détermination dans le combat contre les inégalités, peut-être plus de radicalité dans notre prise de position. Il faut qu'on en tienne compte parce que c'est un vent nouveau. Mais c'est un vent nouveau qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que la gauche, sur ces 20 dernières années, et c'est d'ailleurs son problème, elle a souvent été en situation de défense, au point des fois même que certains disaient qu'elle est conservatrice, parce qu'elle est repliée sur la défense des acquis d'un certain modèle, mais parce qu'elle était sous la pression d'une offensive idéologique, politique, libérale. Elle a participé, la gauche. Elle y a participé. Non, elle a parfois... Delors, à la Commission européenne, a participé à la libération des capitaux. Oui, mais parce que c'était dans l'illusion qu'on avait à l'époque, c'était de dire on fait l'Europe des capitaux, parce qu'après, grâce à ça, on pourra faire l'Europe sociale. La leçon, oui, si vous voulez qu'on fasse un jeu sur la responsabilité, on peut le faire. Moi, je ne crois pas que, en tous les cas, je ne crois pas que la gauche, en tant que telle, puisse être mise sur le même plan que la droite. D'ailleurs, à chaque fois que les gens se plaisent à faire ça, ils ont des réveils difficiles. Voilà. Romain Mazenot de RCF. Vous avez eu une phrase récemment qui m'a interpellé. Vous avez dit qu'il fallait une synthèse d'Emmanuel Macron à Nuit debout. Mais est-ce que ces gens qui participent à Nuit debout, justement, c'est pas tout ce qu'ils rejettent, ces machines à fabriquer des pseudo-synthèses improbables qui ne marchent pas une fois arrivés au pouvoir, on le voit aujourd'hui? Alors, d'abord, le jugement sur ça ne marche pas, c'est pas vrai. Ah bon, oui, on va y revenir. C'est l'état d'esprit qui est en train de s'installer, mais ce n'est pas la vérité, ni la vérité des chiffres, ni la vérité des prix, comme on dit. Par ailleurs, ça a marché, ça a permis des grandes victoires de la gauche, ça a permis aussi des grandes conquêtes sociales, en 81 comme en 97, je le rappelle. Bon, alors c'est des synthèses impossibles. Elles peuvent paraître impossibles au départ, mais de toute manière, pour gagner, il faut faire plus de 51%. En démocratie. Donc il faut rassembler. Et il faut rassembler des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Il y a quoi de commun entre Emmanuel Macron et Nuit debout aujourd'hui ? Il y a certainement, sur l'esprit de solidarité, sur l'esprit de justice sociale, des éléments qui peuvent les rapprocher. Alors, ce n'est pas spontané, mais rappelez-vous que quand François Mitterrand construit le Parti socialiste, il va chercher des gens qui sont très éloignés au départ de la gauche. Voilà. Et il va les faire évoluer. Le mélange va créer... chacun va apprendre de l'autre. Bon, regardez, vous avez été vous-même surpris, pas vous à titre individuel, mais j'entendais Varoufakis, qui est quand même le représentant de la gauche radicale en Grèce, le ministre qui a quitté Tsipras, vanter les mérites d'Emmanuel Macron en disant « on est d'accord à 80%. » Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà. Et pourtant, lui, il était à Nuit debout dimanche. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alain. On a du mal quand même à voir comment le gouvernement peut réformer encore, à travers la loi travail précisément. Vous pensez qu'on peut encore réformer sur ce genre de sujet ? On voit bien que ça cristallise les oppositions. Mais la loi travail, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Il y a eu une crispation qui était, pour une part, justifiée quand la première version
qui était une version de travail, a été rendue publique. Cette version, d'ailleurs, c'est une erreur qui a été faite d'après moi par le gouvernement, une erreur de communication. Elle n'aurait jamais dû être publiée dans cette version-là, puisqu'elle était l'objet de débats, d'arbitrages qui n'avaient pas été encore rendus et de discussions. D'ailleurs, les organisations syndicales elles-mêmes, à l'époque, les organisations syndicales réformistes, comme on dit, avaient énormément protesté en disant « mais on ne peut pas travailler comme ça ». Bon, tout s'est focalisé là-dessus. Après, il y a eu une deuxième version, qui n'a plus rien à voir avec la première. Et on est maintenant dans la discussion parlementaire avec un enrichissement de la loi qui fait que la loi travail, et pas la loi licenciement, comme le disent certains, la loi travail, aujourd'hui, c'est une loi de progrès social. Mais j'ai un bon baromètre pour ça. C'est le comportement de M. Gattaz. Voilà. C'est le baromètre idéal. Et d'ailleurs, l'interpellation que j'ai faite au début, je la refais ici. On va se retrouver dans une situation ubuesque. Le 29 avril, il y a une manifestation des organisations syndicales contestataires de la CGT, Force ouvrière. Est-ce qu'elles vont défiler en approuvant l'ultimatum du MEDEF? Donc le fait que vous le bon baromètre pour l'homme de gauche, ce n'est pas plus davantage que le MEDEF, le bon baromètre pour l'homme de gauche, c'est pas plutôt les syndicats. En effet, la CFDT a changé de position entre la première mouture et la mouture actuelle. Et le bon baromètre, c'est... Mais la CGT et Force ouvrière restent, eux, sur nos positions. Oui, donc c'est pas ça le bon baromètre pour vous. Non, parce que jusqu'à maintenant... ce qui compte, c'est d'abord, je dirais, les salariés, c'est l'économie, le bon baromètre, c'est est-ce qu'elle va être utile, est-ce qu'elle va apporter des choses sur le plan de la création d'emplois, est-ce qu'elle va sécuriser les salariés dans cette logique, dans cet équilibre entre ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire la mobilité liée à la nouvelle économie, et la sécurité ou les droits des salariés face à cette mobilité. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a eu un dialogue social. Ce dialogue social, je le signale, il a porté ses fruits, parce que vous le notez vous-même, il a amélioré la loi, et on a maintenant des organisations qui disent elles-mêmes, et moi je porte attention quand c'est la CFDT qui est en passe de devenir quand même la première organisation syndicale de France, qui dit, si on n'a pas cette loi, c'est une régression pour nous. Parce que cette loi, elle change la donne dans la négociation, dans la discussion sociale, et parce que regardez bien la contestation de M. Gattaz, et c'est en ce sens-là qu'elle est intéressante. La contestation de M. Gattaz, elle pose sur la surtaxation, des contrats à durée déterminée, donc il fait une fixation, mais il a rajouté une petite chose derrière. Il dit maintenant, je veux le retrait du compte permanent d'activité. Or, le compte permanent d'activité, c'est une question clé pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est un changement d'état d'esprit dans la société. C'est l'idée que désormais, chaque salarié aura des droits. Et ce ne sera plus des droits collectifs, ce seront des droits individuels. Ce qui fait que tout au long de votre vie, en fonction des aléas de votre vie professionnelle, vous aurez un droit à la formation permanente pour être repris. Vous pouvez vous reprendre en charge, vous reformer et vous redéployer. Ça, c'est une nouveauté. Voilà. Et avec des suivis individualisés, et on sait bien que désormais, dans les vies professionnelles, il n'y aura pas une activité, mais il y aura des activités. Et là, on donne un droit à chacun de pouvoir se reformer et donc de subir ce choc-là avec une véritable sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurité professionnelle. Bon, là, il y a une vraie conquête sociale. Et c'est pas rien, et c'est pas un hasard s'il dit la surtaxation des CDD, mais hop, il a rajouté derrière le compte permanent d'activité. Or, rappelez-vous, au départ, il disait pas ça. Donc c'est bien que dans cette loi, il y a des choses qui sont des acquis sociaux importants. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment, d'après moi, qui est très intéressant, parce que ceux qui ont énormément contesté se retrouvent aujourd'hui face à une réalité qu'ils vont avoir du mal à admettre. Je suis d'accord, mais qui fait que cette loi, ça va être difficile de nous expliquer que c'est une loi réactionnaire. Une question maintenant de Romain Masneau de RCF. Mais est-ce que quand même toute cette séquence sociale, là, avec d'abord la loi travail non négociée, puis la négociation face à la contestation... C'était pas la loi, c'était un avant-projet. Puis il y a eu des contre-feux avec des mesures annoncées... Je vous ai concédé, c'était pas la loi. Il y a eu... Ce gouvernement, c'est d'ailleurs une caractéristique... Quel est le cap de ce gouvernement sur cette séquence sociale? C'est ce que ça n'a pas été la preuve qu'il n'y a aucun cap et que le gouvernement navigue à vue? Mais non. Ça, c'est ce que vous, les uns et les autres, voulez raconter. Alors c'est quoi le cap? C'est l'histoire que les médias, en ce moment, racontent parce que c'est la mode. Et je connais ces modes-là, ça va, ça vient. Vous verrez, moi je suis très calme et sur toutes ces choses-là, j'en ai tellement vu. Le cap économique et social, c'est lequel? Je vais venir. Vous inquiétez pas, je réponds toujours aux questions. Je les esquive pas. Le cap, c'était de trouver un équilibre entre la nécessité de favoriser la mobilité sociale, voilà, donc ce qu'on appelle le licenciement parfois parce qu'il y a des contingences économiques nouvelles, ou parce qu'il y a des redéploiements, ou parce qu'il y a des anticipations, et le droit des salariés de ne pas être traités comme des salariés Kleenex, c'est-à-dire de ne pas être des salariés jetables et de ne pas vivre dans la précarité. Donc c'était l'équilibre entre la flexibilité et la sécurité. Et c'est un équilibre. C'est pas simple.
C'est un équilibre à trouver pour qu'il n'y ait pas, d'un côté, trop de charges qui pèsent sur les entreprises et qu'elles disent nous, on n'embauche pas parce que c'est trop lourd, et en même temps, que les salariés n'aient pas l'impression qu'ils sont totalement abandonnés au bon vouloir de patrons qui, parfois, les traitent n'importe comment. Donc, le cap, c'est le dialogue social qui permet de faire que tout le monde se retrouve dans cet équilibre et qu'on puisse avancer ensemble. Et bien, ce cap-là, on peut monter, descendre, vous pouvez me faire tous les scénarios que vous voulez, il est tenu. Dans cette loi, il est tenu. Et je vous mets au défi de m'expliquer que cette loi est une loi réactionnaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, le débat parlementaire va le démontrer. Et donc, on va être dans une situation très... Pour moi, si vous voulez, comme dirait l'autre, rira bien qui rira le dernier. Quand j'ai vu l'effervescence d'un syndicat, de groupes, etc., je me disais, oui, c'est possible. Mais le manque de bol de tous ces gens-là, c'est que malgré tout, les gens qui dirigent ce pays, ils ont une conscience politique. Et ce sont encore des gens de gauche. Et c'est ça leur problème. Et tout au long des semaines qui viennent de s'écouler, comme des semaines qui vont venir, ça va être cela le problème. C'est que vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, je suis un homme de gauche. Et personne ne pourra m'enlever ça. Une question maintenant de Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que l'urgence, c'est de faire baisser le chômage massif qui frappe la France. Vous pensez vraiment que ce projet de loi ou cette future loi va être efficace ? Elle va être efficace dans ce qui est le plus créateur d'emplois. Les très petites entreprises et les PME. Parce qu'elle va favoriser ce qui est... elle est clairement hostile à la surtaxation des CDD. Il y a pas mal de mesures. Je vous ai parlé du CPA, sur la surtaxation des CDD, c'est quelque chose qui s'est rajouté et qui va être discuté. D'ailleurs, beaucoup de parlementaires disent on n'est pas certain que ça n'a pas été trop fait dans l'urgence et qu'il ne faudra pas trouver une formule plus intéressante là-dessus pour pas non plus charger trop la barre. Mais je pense que la discussion parlementaire va permettre d'améliorer cela. Bon, parce que l'objectif, c'est aussi de faire qu'il y ait beaucoup de contrats à durée indéterminée et pas simplement des contrats de précarité et des CDD renouvelables. Revenons à la question d'Alain Baron, est-ce qu'elle va être efficace ? Je pense qu'elle va être efficace puisque la question la plus importante, c'est la question du dialogue social. C'est donc de permettre dans les entreprises, et c'est ça quelque chose de nouveau, que salariés et employeurs puissent discuter en fonction de situation, d'opportunités et organiser. Voilà. Alors, il y a une pression très forte d'un certain nombre d'organisations syndicales, qui sont des organisations syndicales qui vivent dans l'ancien temps. C'est-à-dire, l'ancien temps, c'était de dire il faut que la branche, il faut que la loi soit protectrice. Mais on sait aujourd'hui que dans ce monde moderne, les salariés, d'abord, c'est pas comme avant. Ils sont formés, pour une grande part, ils ont de l'information, ils ont accès à cette information, ils auront la possibilité de discuter avec les organisations syndicales, vous allez chercher. Et donc, le dialogue social, tous ceux qui sont dans les petites entreprises, ils savent qu'on n'est pas comme dans les grandes entreprises, figés, que souvent, la relation entre l'employeur et les employés, elle n'est pas simplement une relation contractuelle, elle est aussi une relation d'entreprise partagée, surtout dans toutes les startups et tout. Donc, il y a un dialogue utile. On sait tous qu'une entreprise où il y a un dialogue, où on discute des objectifs, où quand il y a des difficultés, les salariés peuvent être amenés à dire on fait une concession là, mais on se rattrapera après, ou il y aura une redistribution après, ça fait partie de la vie d'une petite entreprise. Et donc, favoriser ce dialogue social en respectant les droits des uns et des autres, c'est d'après moi créateur d'emplois. Encore une question de Laurent de Boissieu de la Croix. C'est donc bien un accompagnement social du néolibéralisme. Parce que vous le dites vous-même, vous acceptez finalement le fait qu'on puisse... c'est quoi un accompagnement social du néolibéralisme ? Parce que moi, j'adore les mots. Si je vous suis, ce que j'aime, c'est que derrière les formules, vous m'expliquez. Vous acceptez, parce que ça, sinon, c'est un slogan. Les slogans, je peux vous en fabriquer beaucoup. De fait, vous acceptez le fait qu'on soit obligé de s'adapter à la mondialisation. Et donc, on va refuser la mondialisation. Non, mais c'est ce que contexte une debout. C'est là où je vous dis qu'il y a bien de gauche incompatible. Vous voulez revenir debout à Macron, c'est impossible. À un moment, il faudra trancher. Mais attendez, vous êtes contre la mondialisation, d'accord. Donc on est contre l'air. Je pars de ce que dit Nu Debout. Mais non, mais Nu Debout, c'est une... Ou la gauche du PS, ou les fondeurs du PS. Mais attendez, 30 secondes. Vous avez été à Nu Debout ? À Nu Debout, il y a tout. Il y a des gens qui vous disent qu'il ne faut plus de frontières. Dans la revendication, faire piller le capitalisme et l'État à son service. Mais il n'y a pas de revendication. Mais non. J'ai lu les AG, lisez les votes en AG, faire piller le capitalisme et l'État à son service. Mais d'accord, mais ça, c'est pas une contestation. C'est incompatible avec ce que vous faites. Attendez, regardez les mots. Excusez-moi, regardez les mots. Vous me dites... C'est une contestation de la mondialisation. Maintenant, vous me dites faire plier le capitalisme. C'est pas la même chose. Moi aussi, je suis pour faire plier le capitalisme. Je suis pour faire plier le capitalisme quand le capitalisme devient insupportable pour les gens, quand il ne respecte pas un certain nombre de règles, quand il détruit la planète par un mode de production productiviste, etc. C'est pas une contestation de la mondialisation, c'est une contestation d'une forme de mondialisation. C'est pas la même chose. Mais oui, mais vous hochez la tête comme ça. Mais c'est pas la même chose. Donc les mots, ils ont un sens et une valeur. Faites attention à la magie des mots. Eh bien, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Julien Drey, conseiller régional socialiste, et nous nous retrouvons dans un très court instant avec nos interlocuteurs. A tout de suite.
On se retrouve pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité, Julien Drey, conseiller régional socialiste, qui est interrogé par 3 journalistes partenaires de notre émission, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, nous allons parler de la présidence Hollande avec vous, Julien Drey. Il va y avoir un marqueur de la gauche, un marqueur de cette présidence qui est le mariage pour tous. Et on pensait que cette affaire était terminée, mais la ministre des Familles, Madame Rossignol, propose maintenant que la PMA soit étendue aux couples de femmes homosexuelles. C'est votre avis ? Je pense que ce genre de réformes ne se font pas à la fin d'un quinquennat. C'est des réformes qu'il faut manier avec précaution. D'ailleurs, le débat sur le mariage pour tous l'avait montré. Une société fragilisée, perturbée dans ses repères, ne peut pas basculer du jour au lendemain simplement par des lois. Donc, c'est des éléments qui doivent être discutés, ça touche aux consciences. Donc, elle défend sa position personnelle, c'est son droit. C'est une position personnelle. C'est une position personnelle à ce stade-là. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place comme ça du jour au lendemain. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable. Encore qu'il va falloir bien maîtriser tout ça, parce que derrière la PMA, il y a toujours le débat qui arrive après sur la GPA et la procréation assistée. Bon. Derrière, il y a tout le débat sur la marchandisation des corps. Bon, donc il faut faire attention. Voilà. Je ne dis pas que je suis contre, mais il faut faire attention. En tous les cas, dans les mois à venir, ce n'est pas le débat le plus important à mettre en avant dans la société française. Ce sera un débat au moment de la présidentielle et ce sera certainement des choses qu'il faudra faire après. Voilà. Une question de Laurent de Boissieu de La Croix. Un débat en revanche sur les mois à venir. Vous avez dit tout à l'heure que les chiffres prouvaient que finalement le bilan n'était pas si mauvais. Et vous avez même déclaré on est en train de réussir. Si on regarde le chômage, c'est une phrase de gauche, que j'assume. J'assume la phrase, j'y revenir. Ça va me permettre de préciser. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire par là qu'il y a 2 manières de regarder une situation. C'est traditionnel d'ailleurs. Il y a ceux qui regardent le verre à moitié vide et qui disent le verre est à moitié vide. Il y a ceux qui regardent le verre à moitié plein. Quand nous sommes arrivés en 2012 aux responsabilités, le verre il était totalement vide. Taux de chômage 9,8% en 2012, aujourd'hui 10,4%. Oui, d'accord. Nous disons, mais quel est le taux de croissance aujourd'hui ? Quel est le taux de croissance ? Quels sont les niveaux des déficits publics ? Quels sont la création... Pour un homme de gauche, qu'est-ce qui compte le plus ? Le taux de chômage ou le déficit public ? Non, mais pour être de gauche, mais pour résorber le chômage, il faut qu'il y ait de la croissance. Sinon, ça s'appelle de la magie, encore une fois. Donc, il faut retrouver un chantier de croissance, c'est ce qu'appellent les économistes. Nous sommes dans une situation où nous retrouvons de la croissance, plus forte que ce qui était prévu. Nous sommes même dans une situation, regardez bien, ce qu'on nous disait, vous serez incapables de respecter la barre des 3% de déficit. Nous allons les respecter. 3,5, vous n'êtes pas loin, c'est vrai. On a 3,5 aujourd'hui et on sera à 3 en 2017. Donc nous avons respecté. Ça donne des marges de manœuvre nouvelles. Regardez la création des emplois marchands qui est aujourd'hui en création, quand on regarde la courbe. Donc il y a aujourd'hui encore une bataille terrible. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout va bien. C'est pour ça qu'on ne dit pas c'est parfait. On vous dit ça va mieux. Dire ça va mieux, ça ne veut pas dire ça va bien. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui s'est améliorée. La situation de 2012 était une France, c'est pas moi qui ai employé cette expression-là, c'est François Fillon, en faillite. Nous ne sommes plus dans cette situation-là. Nous avons à nouveau des marges de manœuvre. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons des marges de manœuvre qui permettent de répondre à des situations auxquelles on n'était pas en capacité de répondre en 2012. Je pense notamment à la question des jeunes, avec ce que nous sommes en train de faire sur la garantie jeune, qui va permettre à 900 000 jeunes d'avoir désormais un revenu et de pouvoir se former de manière individuelle. Donc il y a une amélioration de la situation. Elle n'est pas due je dirais, à n'importe quoi. Alors on va me dire oui, mais c'est le contexte de la baisse des matières premières, de la BCE. Mais même pour convaincre la BCE, pour que la BCE puisse prêter de l'argent à des taux très bas ou même racheter des dettes, il a fallu un débat. Et la France a retrouvé de l'autorité aujourd'hui sur le plan économique. Elle n'est plus le mauvais élève. Et donc on est dans une situation nouvelle. C'est ça veut dire ça va mieux. Alors vous allez me dire oui, mais pour les Françaises et les Français, c'est pas aussi perceptible que ça. Vous avez totalement raison. Oui, c'est pour ça que nous avons dit la question du chômage, c'est la question clé et que nous mettons le paquet sur cette question-là. Ça pourra s'inverser d'ici 2012 tous les éléments, d'ici 2017. Alors, je ne vais pas vous faire de cours macroéconomiques, mais tous les éléments montrent que nous sommes dans une situation qui doit porter ses fruits en termes de création d'emplois. Alors, après, il y a des réticences, et c'est pour ça qu'on fait la loi travail, parce qu'on sait qu'il y a une réticence d'un certain nombre d'employeurs qui ont des carnets de commandes qui se remplissent à aller jusqu'au bout. Vous savez, comme vous êtes jeune, mais quand même pas aussi jeune que ça, vous vous souvenez de cette phrase que vous avez appris à l'école, qu'on vous dit, quand le bâtiment va, tout va.
Bon, en économie, c'est une référence. Vous savez. Bon, eh bien, quand vous discutez avec l'ensemble des entreprises de bâtiments de travaux publics, ils vous disent la situation s'est nettement améliorée. Je ne l'invente pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une polémique qui ne me surprend pas, d'ailleurs. Il y a tout un monde qui nous dit vous ne pouvez pas dire ça va mieux parce qu'on m'oppose des cas individuels. Mais les cas individuels, je les connais. Évidemment, je sais bien qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup trop de chômeurs en France. Mais même si quand on va faire baisser, on ne va pas faire baisser le chômage du jour au lendemain. Bon, on ne va pas tomber à zéro du jour au lendemain. Donc, ce que je constate, c'est que nous avons mis en place des fondamentaux économiques qui redeviennent sains et qui permettent d'avoir des marges de manœuvre et redonner à la France une autorité nouvelle, y compris pour faire bouger l'Europe, pour avoir une politique européenne d'investissement plus forte que ce que nous avons aujourd'hui. Une question maintenant de Alain Baron de Radio Notre-Dame. Il n'empêche, la population n'a pas l'air convaincue, puisque les sondages sont quand même catastrophiques. C'est quoi? C'est dû à une erreur de communication ou vous ne savez pas vendre votre politique? C'est une bataille, c'est dû à plusieurs choses, certainement un gouvernement. Moi, je pense que dans l'agencement de la communication gouvernementale, on a un problème qu'il va falloir qu'il trouve les moyens de résoudre, c'est qu'on fait beaucoup de choses et on en fait trop même parfois. J'ai une formule que je reprends d'un député socialiste qui dit « On a un gouvernement qui fait beaucoup de choses et qui communique quasiment sur rien de ce qu'il fait. » Alors qu'à l'inverse, d'habitude, les gouvernements, ils font peu de choses et ils communiquent beaucoup. Voilà. Vous avez une séquence qui est très intéressante pour matérialiser ça. Dans cette fameux débat entre François Hollande et les citoyens, vous avez le débat avec les jeunes. Le jeune, il arrive, bon, on a vu d'ailleurs qu'il n'était pas aussi jeune que ça, et pas si inorganisé que ça après. Bon, donc c'était plutôt un militant politique, d'une forme de contestation radicale, etc. Bon, mais il arrive avec ses slogans, et il a un président qui lui déroule l'ensemble du dispositif jeune, il est incapable de répondre. Et d'ailleurs, moi-même, quand j'écoutais, je dis, mais ah oui, on a fait tout ça, c'est vrai. Mais finalement, voilà. Bon, donc il y a ça, il y a un problème. Mais je suis d'accord avec vous, la communication n'explique pas tout. Voilà, c'est trop facile de dire c'est qu'un problème de communication ou c'est qu'un problème de pédagogie. C'est souvent... Bon, il y a aussi une bataille politique dans le pays sur un état d'esprit. Il y a un état d'esprit français qui s'est installé ces 20 dernières années qui fait qu'on est totalement et toujours pessimiste. Et c'est pour ça que je défends la formule « ça va mieux ». Parce qu'il faut changer cet état d'esprit. Et je sais que ça va être une bataille intransigeante, y compris avec tous ceux qui sont les leaders d'opinion. Parce qu'ils ne voudront pas reconnaître ça. Pourtant, regardez, jour après jour, depuis qu'on a prononcé cette formule, jour après jour, vous avez des études qui disent « mais finalement, ils n'ont pas tort ». Et ces études, ce n'est pas nous qui les produisons. Quand c'est l'OCDE qui le dit sous la forme de rapport, quand c'est l'OFCE qui le dit, quand c'est les décodeurs du monde, c'est pas nous. Voilà, ou quand c'est même BFM Business qui dit ils n'ont pas tort, c'est vrai. Voilà, ça va mieux. J'ai pas dit que c'est le plein soleil, que c'est l'été et qu'on peut se mettre au bord de l'eau à se croiser les doigts de pied. Je vous dis juste il y a une situation qui s'améliore. Mais c'est un état d'esprit parce que l'économie, c'est pas une science exacte. Voilà. Contrairement à tout ce que tout le monde a raconté pendant des années avec la microéconomie et les équations mathématiques, on sait que dans l'économie, il y a un facteur décisif qui est la confiance. Et on est un pays qui est ce paradoxe, on a une épargne privée qui est gigantesque et qui ne s'investit pas. Voilà, parce que c'est du bas de laine, parce que c'est de la prudence, c'est de la précaution. Si on arrivait à lever cela, déjà la consommation repartirait. Et vous savez comme moi, quand la machine se met en mouvement, elle a besoin qu'il y ait la consommation. Donc c'est aussi cet état d'esprit qu'il faut changer. C'est-à-dire se dire, on retrouve de l'optimisme. On retrouve de l'envie. On se dit que le monde n'est pas qu'une fatalité négative. On se dit qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir et que pour nos enfants, ça va aller mieux. Donc là, il y a une bataille politique intransigeante. Mais ça doit commencer par la reconnaissance du fait que les choses sont en train de s'améliorer. Une question maintenant de Romain Masneau de RCF. On évoquait tout à l'heure le mariage pour tous. En dehors de cette question, quelles sont les 2-3 réformes marquantes qui resteront du quinquennat Hollande? La loi travail. La loi travail, c'est important. Ce qui va se faire parce que je pense que la loi égalité qui arrive va être très importante dans la mesure où elle va permettre de construire ce qui est, pour moi, un élément d'un combat historique. Quand j'étais dirigeant de l'UNEF, nous nous battions et nous avions repris à notre compte la formule fondatrice de l'UNEF, le statut du jeune travailleur en formation. Nous avons maintenant désormais un dispositif qui va nous permettre qu'un jeune, à partir de 16 ans jusqu'à 24 ans, il ait ce statut du jeune en formation. Il y aura un ensemble de dispositifs qui ne sera jamais laissé à lui-même. Après, chacun a aussi son destin en main. On ne
peut pas faire le bonheur des gens à la place des gens eux-mêmes. Mais en tous les cas, il ne pourra pas dire « j'ai pas été aidé » ou « j'ai pas été pris en considération » ou « on m'a pas donné ma chance ». Parce que c'est ça la question la plus importante pour nous, c'est de donner à chacun sa chance à égalité, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir progresser, de pouvoir construire sa vie, de pouvoir avoir une souveraineté sur sa vie. Et bien, la loi égalité va finaliser tout ce dispositif-là. Je l'ai dit, la garantie jeune, l'augmentation des bourses. Bon, voilà, tout ça, c'est un dispositif. Le travail que nous faisons sur les décrocheurs dans les lycées. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont positifs. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Justement, le garantie jeune, le revenu minimum d'activité et d'existence, vous pensez que la France, même si ça va un petit peu mieux selon vous, on a les moyens d'établir ce dispositif? C'est là aussi qu'il faut faire attention. Moi, je suis contre l'assistanat, par principe. Après, il y a des moments où on a besoin de l'assistanat. Mais je suis contre qu'on enferme les gens dans l'assistanat. Voilà. Et je suis contre qu'on donne le sentiment qu'il y a ceux qui sont assistés, et puis il y a ceux qui travaillent comme des chiens ou comme des fous pour permettre aux assistés de s'en sortir. Bon, il y a un équilibre à trouver et il y a une responsabilité individuelle à respecter. Bon, donc je suis pour les formules qui responsabilisent. Maintenant, il y a des moments où nous devons avoir des filets de sécurité. C'est ça l'assistanat, c'est un filet de sécurité, c'est pas un statut. Voilà, c'est un filet de sécurité, c'est un moment où on protège, où on met en place des dispositifs pour aider des gens qui sont dans des situations difficiles. Donc le revenu minimum, c'est un autre débat philosophique. Ce n'est pas un statut d'assisté. C'est de se dire qu'au regard d'un monde qui a beaucoup progressé, d'un monde qui est très riche, eh ben, on donne à chacun la possibilité au départ d'avoir un pécule qui le stabilise. Donc c'est autre chose, hein. J'insiste là-dessus. Est-ce que nous avons les moyens? Si on est capable aujourd'hui de mettre en place tous ces systèmes d'aide, etc., si on les globalise et qu'on change de dispositif, finalement, à franc constant, on ne va pas beaucoup plus dépenser d'argent. Une question de Laurent à franc de constant, Boissieu. à euro constant, excusez-moi. On a parlé de Laurent travail, de Boissieu de la Croix. on a parlé aussi de la PMA. Quels sont, selon vous, les sujets qui vont dominer la présidentielle de 2017? Est-ce que ce sont plutôt les sujets économiques et sociaux ou plutôt les sujets sociétaux, que ce soit la PMA ou la libéralisation du cannabis, par exemple? Non, la libéralisation du cannabis, telle qu'elle est posée, et je le dis gentiment à Jean-Marie Le Guen, il pose mal le débat. Voilà. Et donc, si on pose le débat comme ça c'est des débats pour allumer pour des crispations. Il y a un problème sur le trafic de stupéfiants. Donc la question qui est posée, c'est pas d'être pour la libéralisation du cannabis comme étant une sorte de liberté nouvelle. La question, c'est est-ce que le système de lutte contre la prohibition marche ou ne marche pas? S'il ne marche pas, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire autrement? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut poser le débat. Parce que si vous posez le débat en disant on est pour libéraliser le cannabis, vous allez avoir des passions qui vont se réveiller dans la société française et qui vont donner lieu à toutes les caricatures. Voilà. Donc les débats de société, je vous le redis, il faut savoir les manier et il faut les manier avec précaution. Voilà. Surtout dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, qui est inquiète, qui est fragile, qui a perdu ses repères, qui s'inquiète de tout. Bon, donc je dis pas qu'il faut être prudent par précaution, je dis qu'il faut être précautionneux de la société. Voilà. Et quand on est un responsable politique, on ne balance pas des débats si on ne sait pas où on va et si on ne sait pas comment les mener. Voilà, il faut faire très attention à ça. Voilà. Et le problème, c'est que le monde médiatique actuel fait que vous êtes toujours les uns et les autres tentés, moi-même ça m'arrive, d'aller à l'événement, d'aller à la dépêche, donc de synthétiser vos réflexions. Et après, on se retrouve avec des incompréhensions et des heures à passer en disant c'est pas le débat ou des choses comme ça. Voilà. Mais maintenant, sur la question le fond de la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire quelle va être la priorité des élections présidentielles, pour moi, j'oppose pas la bataille sur les choix identitaires, puisque c'est comme ça qu'on dit, sur la France, quelle France, comment vivre ensemble, à la question sociale. Je pense que c'est les deux. Voilà. Et je pense d'ailleurs que pour bien traiter la question identitaire, il faut aussi traiter la question sociale. Une question maintenant de Romain Mavenot de RCF. Romain. Oui, sur un autre sujet, Manuel Valls a dit qu'il voulait prolonger l'état d'urgence de 2 mois pour y inclure la période de l'Euro de football et du Tour de France. Sur quels critères on pourra dire maintenant, ça y est, on lève l'état d'urgence? Est-ce que ça ne va pas être un peu difficile de lever Ça va être l'état d'urgence? la question la plus difficile. Parce que le plus grave, c'est le jour où vous levez l'état d'urgence et que vous avez un attentat qui arrive. Et comme la question des attentats, malgré tout le travail remarquable que font nos services, il y a quand même forcément à un moment donné ou à un autre des possibles failles, parce qu'il n'y a pas 100% de réussite dans ces choses-là. Bon, je pense que c'est une évaluation qui est faite par nos services progressivement en fonction des informations dont ils disposent, de l'activité des réseaux terroristes à l'extérieur. Bon, il y a un équilibre à trouver. Bon. Mais évidemment, il y a une difficulté qu'il faut reconnaître, c'est toujours le risque de dire, toutes les informations concordent pour dire qu'on a maintenant les conditions réunies pour lever l'état d'urgence, et puis, manque de bol, vous avez un attentat et on vous dira mais alors pourquoi vous avez l'état d'urgence? Donc je pense que le gouvernement a raison d'être prudent,
notamment dans la période de l'euro, ça me semble évident, parce qu'on voit bien l'attraction qu'elle représente pour des groupes terroristes en termes de médiatisation et d'impact. Puis après, il faudra voir. Il y a des filières qui ont été démantelées. Il y a aussi ce qui se passe sur le terrain là-bas. On est maintenant dans une situation qui est nouvelle. L'État islamique n'est plus à l'offensive militairement comme il l'était auparavant. Il y a une ville clé qui est la ville de Raqqa où se concentrent l'ensemble des organisations, des noyaux durs terroristes, parce que c'est là qu'ils élaborent les choses. Bon, elle est aujourd'hui encerclée. Les forces kurdes sont à deux doigts de rentrer. Donc ça va aussi conditionner beaucoup de choses. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très très court instant avec Julien Drey, conseiller régional socialiste, et nos journalistes qui l'interrogent de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de ce Face aux chrétiens sur le plateau de KTO avec notre invité, Julien Drey, conseiller régional socialiste, ancien député, proche du président Hollande, et l'un des partisans de la primaire à gauche dont nous allons parler. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors parlons-en, Julien Drey, de cette primaire, dont vous êtes un farouche partisan primaire à gauche. Une question toute simple. Est-ce que François Hollande, s'il décide d'être candidat, devra passer par la case primaire ? S'il veut être candidat, c'est une question qui lui est posée, et s'il y a un dispositif qui est mis en place par l'ensemble des forces de gauche visant à se rassembler pour avoir une seule candidature au premier tour de l'élection présidentielle, ou une grande candidature de rassemblement, je pense qu'il en tirera lui-même les conséquences. Et je pense que François Hollande... À savoir ? Ça veut dire qu'il sera candidat aux primaires. Il ne va pas... voilà, bon, alors... mais bon, c'est dommage d'ailleurs que dans l'émission Face aux Français, cette question ne lui ait pas été posée, et qu'on ait plus passé de temps dans des détails que dans des grandes questions politiques. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire, François Hollande, moi j'ai vécu... Vous savez, on est aujourd'hui le 21 avril. Voilà. Donc j'ai vécu à ses côtés, avec lui, toute la soirée du 21 avril, de la première minute jusqu'à tard la nuit. Voilà. Et je sais le choc que ça, pour lui, comme pour moi, représentait. Et le serment qu'on s'était fait les uns les autres à l'époque en disant on ne voudra plus jamais revivre un tel moment. Donc il sait aussi qu'il y a un risque, désormais, au regard de ce qu'on appelle la tripartisation de la vie politique et de la faiblesse aussi de la gauche en général, et de la force que représente désormais dans la vie politique le Front National, le risque pour le candidat de gauche. Donc tout ce qui peut permettre de rassembler et d'éviter une dispersion et une élimination, François Hollande, il sera preneur, je dirais, s'il est candidat, évidemment. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Précisément, on ne peut pas exclure l'autre hypothèse, c'est-à-dire qu'il n'y aille pas à l'élection, compte tenu des sondages. Dans ce cas-là, vous soutiendrez qui ? Alors, je vais vous faire une petite confidence. J'aime pas parler des conversations privées, parce que, bon... Mais il y a une chose que je sais, c'est une conversation qu'on avait eue ensemble, il y a longtemps. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre était totalement prévisible. J'étais certain qu'on aurait... Alors, Jean-Christophe Cambadélis l'a dit avec ses termes, mais une stratégie d'empêchement claire. Voilà. J'étais tout jeune, mais je l'ai déjà vécu avec François Mitterrand, certains l'ont oublié, en 1987. Il était vieux, il était fatigué, il ne fallait pas qu'il se représente, il avait plein de problèmes personnels. L'été 87, ça a été un drame terrible parce qu'un de ses enfants avait eu un accident, sa petite fille avait... Et on lui disait, lui disaient, laissez passer. D'ailleurs, à l'époque, c'était les Rocardiens, ce qu'on appelait les Rocardiens, autour de Michel Rocard. On lui disait, un formidable candidat, c'est Michel Rocard, regardez les sondages, lui, il va gagner l'élection, c'est sûr, etc. Donc j'étais à peu près convaincu qu'on aurait ce moment particulier, cette effervescence avec ces éditorialistes qui ne changent jamais. C'est extraordinaire, je me permets cette remarque. On nous parle, nous les responsables politiques, en disant qu'il faut du changement, il faut que ça change, il faut que ça tourne, il faut des têtes nouvelles. Alors pour les éditorialistes politiques, c'est une carrière à vie avec retraite. Il n'y a jamais de retraite. Et c'est toujours les mêmes imbécilités qui sont écrites, mais c'est pas grave. Il n'y en a pas ici, donc vous êtes protégés. Voilà. Mais écoutez, franchement, je lis des trucs, mais c'est les choses que j'ai lues il y a 20 ans.
Oui, mais La même formule. Julien, D'ailleurs, je me demande s'ils travaillent, je me demande s'ils ne ressortent pas les fiches. Bon, parfois. Non, soyez plus précis. Mais je suis un peu polémique, mais Oui. parce que je non, pense. c'est sur la stratégie Alors, d'empêchement. Soyez plus précis. C'est quoi cette stratégie d'empêchement? Mais regardez, d'ailleurs, je me dis que d'argent gâché. Tous les jours, on a un sondage qui nous explique que François Hollande dit tous les jours, chaque institut. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse des sondages sur des choses un peu plus intéressantes. Ça va, on sait. Il n'y a pas besoin de nous le répéter tous les jours. Pourquoi on nous le répète tous les jours? Alors, vous savez, comme moi, c'est ce qu'on appelle des sondages autoréalisateurs. C'est la formule. C'est-à-dire qu'à force de donner la fièvre aux gens, quand vous prenez la température, ils ont la fièvre. Voilà. Donc, vous êtes en train de créer des modes, mais les uns et les autres, on n'est pas nés de la dernière pluie. Il faut être honnête. Rappelez-vous, les présidentielles, à chaque fois, il y a le candidat de l'année d'avant. Celui-là, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de faire des élections. C'est sûr qu'il va être élu. Rappelez-vous. Et il y a le candidat à la mode, celui qui turlubule le système. Voilà. Et il devient, c'était l'expression, je m'en rappelle. Voilà, vous vous souvenez? Bon, voilà. Bon, et alors on y va. Et tout le monde y va en disant le casting. J'ai fait des interviews, c'était extraordinaire. Je me dis, mais la photo, elle serait belle, comme un combat entre matchs. Je dis, mais on n'est pas dans un film, on n'est pas en train de faire un casting. Excusez-moi. Hein, vous n'êtes pas en train de choisir des acteurs. On est en train de débattre de l'avenir de la France. Bon, donc je veux bien, la photo, c'est très sympathique, mais on débat quand même de l'avenir de plus de 60 millions de nos concitoyens. C'est pas rien. Bon, donc, voilà. Donc, je vois à peu près cette effervescence. Elle est, je dis pas traditionnelle, mais bon, ça masque pas, pour que les choses soient claires, hein, parce que je suis pas en train de dénier la réalité, d'être hors sol. Ça masque pas qu'il y a aujourd'hui une difficulté réelle. Du président sortant dans son rapport à l'opinion, qu'il y a certainement des doutes, des interrogations et des débats à avoir. Ça, c'est incontestable. Il y a un procès en trahison qui lui est fait par une partie de la gauche. C'est clair que ce débat-là, il doit avoir lieu. Et il faut d'ailleurs que ceux qui nous disent qu'on a trahi, nous disent en quoi on a trahi. Hein, si ce n'est avec cette phrase du Bourget, on lui dit « mais vous n'avez pas respecté le serment du Bourget ». J'invite tout le monde à relire. Vous avez fait la proportionnelle, vous n'avez pas ratifié le pacte budgétaire sur européen. Le pacte budgétaire, alors, sur la proportionnelle, c'est un autre débat dans la situation actuelle. Je reprends les engagements de Hollande en 2012. D'accord, mais je lisais, je crois, encore hier soir, un de vos collègues qui disait, sur le fond, les engagements de Hollande, il les a presque tous tenus. Sur le TSCG, je suis, moi, pour qu'on ait ce débat-là. Parce que moi, j'ai eu ce débat-là avec le président, puisque j'ai exprimé en 2012 mes divergences là-dessus dès le début, puisque au Congrès du Parti socialiste, j'avais été dans la minorité, parce que je pensais qu'il ne fallait pas ratifier le TSCG et qu'on a eu tort. Mais il y a un débat à avoir. Pourquoi? Parce que François Hollande dit, et pas à tort de ce point de vue-là, il dit c'est très sympathique tout ça, mais moi, quand je suis arrivé, les caisses, elles étaient vides. Donc si je n'avais pas ratifié le TSCG, je faisais quoi? Je me retrouvais comme le mauvais élève de la classe, mis à l'index, qui disait je veux qu'on change les règles parce que ma situation est mauvaise. Le TSCG, il faut redire ce que c'est. C'était le traité qui scellait le pacte budgétaire, la maîtrise des déficits, la règle des 3%, voilà, etc. Bon, voilà. Donc, mais je pense que c'est d'ailleurs une des propositions que nous avons faites, nous, dans le cadre de la préparation des primaires. Je pense que ces débats-là doivent avoir lieu parce qu'il doit s'expliquer et expliquer ce qui s'est passé et ce qu'il a fait. Et je ne suis pas sûr qu'il soit en situation si difficile que ça pour s'expliquer, parce que moi, pour une part, il m'a convaincu. Alain Marron. Oui, vous n'avez pas vraiment répondu. S'il n'y va pas, quel autre candidat vous soutiendriez? Quand j'étais jeune, il y avait une phrase, c'est il y a longtemps, je reconnais, il y a une phrase qui disait « on se pose les questions que quand on a les moyens d'y répondre ». Voilà. Donc je ne me mets pas dans cette situation-là. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire de la spéculation, et donc je vois bien ce que vous avez derrière la tête, parce que je voyais la deuxième question arriver, et qu'est-ce que vous pensez de Macron, et qu'est-ce que vous pensez de Manuel Valls? Moi je les aime tous, mais pour l'instant, celui que je préfère, c'est François Hollande. Merci. Une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Question précise, si une primaire est organisée, est-ce qu'il doit y avoir un seul candidat, que ce soit François Hollande ou un autre, soutenu, présenté par le Parti socialiste dans cette primaire? Ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs membres du PS qui sont candidats à cette primaire? Alors, à ce stade-là, nous avons laissé la question ouverte. Mais vous? Bon. Je vois bien la difficulté par rapport à la minorité du parti, puisqu'il y a une minorité qu'on appelle les frondeurs. Mais la question, je leur retourne, c'est de dire, et vous serez capable de présenter un seul candidat des frondeurs? Parce que sinon, on risque de se retrouver dans une situation qui est ubuesque, si vous me permettez, c'est qu'on va avoir, 5, 6 candidats socialistes dans cette primaire?
C'est arrivé c'était déjà. en 2011. Non, c'était une primaire des socialistes. Et PRG. En 2012. Et PRG, oui. Bon, d'accord, mais c'était le PRG. C'est votre principal partenaire dans la belle Alliance D'accord, populaire. ouais. C'est le plus grand parti C'est avec pas le notre PS principal. au sein de la BAP. Il n'y a pas de partenaire. Il y a le partenaire, c'est les Si, gens. c'est sur votre site, c'est D'accord. partenaire, l'UDE, Génération D'accord, Écologie, bon, ok. et le PRG avec Ok, le PS. ok, je vous le concède. Allez, bon, et le PRG, mais c'était une primaire qui était de la famille socialiste et radicale. Bon, là, on serait dans une primaire de toute la gauche ou de rassemblement, donc il n'y aurait pas que des socialistes, il n'y aurait pas que des radicaux, il y aurait, voilà. Donc, si on se retrouve avec 5 candidats socialistes, y compris, le résultat de la primaire, il peut être complètement perturbé par ça. Donc, c'est une discussion. Nous, à ce stade-là, la direction du Parti socialiste a dit... On essaiera de trouver une solution qui représentera la diversité du Parti socialiste. Mais comme l'a dit, et comme on leur a dit à tous, là, on leur a dit, mais il faudrait quand même que vous arriviez à vous mettre d'accord, parce que c'est Montebourg, c'est Hamon, c'est Marie-Noëlle Lienemann, trouver une solution. Une question de Romain Masneau, RCF. Oui, Laurent de Boissieu en parlait à l'instant. Vous avez lancé à gauche la belle Alliance populaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une rampe de lancement pour François Hollande en 2017 ? C'est une étape dans la recomposition politique pour l'après-présidentielle ? C'est quoi exactement ? Je vais répondre à votre question, mais avant, parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop vite sur la question des primaires. Parce que c'est quand même un élément très important. Et je vais y revenir. Nous avions, en 2012, mis en place la procédure des primaires. Elle se généralise dans la société. C'est une bonne chose, mauvaise chose, on verra par la suite. Obligatoirement un statut du PS dorénavant. Nous l'avons inscrit, c'est Harlem Désir qui l'avait inscrit au Congrès de Toulouse dans les statuts. Bon. Quand la question a été posée, nous avons dit, et nous avons accepté, quand l'interpellation nous a été faite, à nous, direction du Parti socialiste, de dire d'accord à une primaire ouverte, c'est-à-dire une primaire de toute la gauche de rassemblement. Nous sommes à un moment très particulier, où le paradoxe, c'est que ceux qui voulaient la primaire, et notamment les fameux pétitionnaires, se retrouvent face à des blocages. Mais les blocages ne sont pas là où ils pensaient les trouver. Et il faut que la vérité soit dite. Les blocages, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le Parti socialiste. Donc quand je lis des expressions qui disent « c'est les appareils qui bloquent », le Parti socialiste, ce n'est pas un appareil politique. Parce qu'un appareil, je sais ce que c'est. C'est une structure extérieure à la société qui gère ses propres intérêts. Nous ne sommes pas... La preuve, c'est que nous avons dit. Et tout le monde est d'ailleurs très étonné. Parce que même vos collègues journalistes me disaient à l'époque, mais le président de la République, il va aller dans une primaire, mais comment, c'est ingérable. Nous avons dit, laissez-nous faire, on va discuter, vous verrez. Voilà. Nous ne mettons aucune condition aux primaires, aucune condition. Voilà. La seule, parce que c'est le b.a.-ba des primaires, c'est-à-dire celui qui emporte la primaire, tout le monde est derrière lui. Et j'ai même personnellement ajouté, et en accord avec le premier secrétaire du Parti socialiste, nous avons dit, et nous sommes d'accord pour rédiger un contrat de gouvernement avec tous nos partenaires, un contrat qui sera exigeant, qui permettra une évaluation. Donc on prendra en compte les diversités. À ce stade-là, qui est pour les primaires ? Le Parti socialiste. Tout le reste n'est pas pour les primaires. Tout le reste est pour trouver un système qui élimine le Parti socialiste, ou en tous les cas, la majorité du Parti socialiste. Ça, ce n'est pas le rassemblement. Ça, c'est la division. Mais cette division, elle a une conséquence catastrophique. C'est que si on fait les primaires, c'est justement pour être qualifié au deuxième tour et pour se rassembler. Parce que notre objectif, c'est de gagner. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas un appareil politique. Parce que nous, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est de faire que la gauche continue à faire son travail au gouvernement. C'est de défendre les gens. Parce que moi, je connais les discours de ceux qui sont toujours faciles, qui nous disent « ouais, mais la droite et la gauche, c'est la même chose ». J'ai connu ça au moment des régionales. J'en vois aujourd'hui les conséquences. C'est pas la même chose. Et ça a des conséquences dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc, notre objectif à nous, c'est tout faire pour que, justement, ceux que nous représentons, ceux que nous défendons, ceux qui sont en situation de difficulté dans la société et qui doivent être protégés, défendus, puissent continuer à l'être. Et c'est en ce sens-là que nous avons dit, nous sommes prêts à faire toutes les concessions possibles et nécessaires pour ce rassemblement. Je constate qu'à ce stade-là, les seuls qui répondent oui à toutes les questions, qui cochent toutes les cases, c'est nous. Donc ceux qui répondent non, concrètement, c'est qui ? Le Parti communiste, pour l'instant, qui hésite. Les Verts, j'ai eu une discussion avec Julien Bayou, et à la fin, il me dit on fera 2 primaires. Je dis mais alors, dans ces cas-là, on va à la défaite. C'est pas important la défaite ? Parce que c'est ça la question qui est posée. C'est pas important la défaite ? Mais qui sont ces gens-là qui pensent que finalement tout ça est pareil ? Qui sont ces gens qui ont oublié ce que c'est que la droite quand elle gouverne ce pays ? Et qui sera une droite qui ne sera pas simple, parce qu'elle sera sous la pression du courant populiste et nationaliste.
Vous n'avez pas répondu à la question sur Romain Mazneau la de belle alliance RCF. populaire. Romain. C'est quoi? À quoi ça sert cette belle alliance populaire? Est-ce que c'est un machin supplémentaire? Alors, Qu'est-ce que c'est bien que vous me rappeliez, parce que j'ai mis un peu de passion, mais parce que il y a de la passion dans cette affaire-là. Hein, vous l'avez bien compris pour nous, parce que c'est l'enjeu d'une vie militante. C'est pas de la rigolade, c'est pas des carrières qui se jouent là. Voilà. Et je voudrais pas connaître ce que j'ai connu, c'est-à-dire des défaites, les soirs de défaites, mais surtout tout ce qui découle des défaites. Et la gauche, elle peut en prendre dans cette affaire-là pour des années et des années. Parce qu'une fois qu'on aura perdu, il y aura le débat sur qui est responsable de la défaite. Et puis il y aura tous ces gens qui subiront les conséquences de cette défaite et qui nous diront vous êtes disqualifiés pour nous, parce que c'est à cause de vous qu'on subit tout ça. Voilà, donc je ferme c'est pas une parenthèse, donc je passe maintenant à la réponse à votre question. L'Alliance populaire, elle est une question qui nous est posée depuis maintenant plusieurs années. Les effectifs du Parti socialiste, la réalité du Parti socialiste est en fin de cycle. Son fonctionnement est en fin de cycle, nous le savons. Il faut dépasser le PS. Il faut refonder, d'ailleurs c'est le terme que nous avons employé, il faut faire une nouvelle formation politique. Cette formation politique, on ne va pas la faire en vase clos. On ne va pas la faire en se mettant autour d'une table à quelques responsables en disant ou en repeignant la façade ou en changeant le nom. Donc nous avons dit il faut faire autrement. Donc nous avons, dans cette alliance populaire, posé la première pierre de ce dépassement. Et nous voulons le faire avec une démarche qui est complètement nouvelle. Nous disons maintenant, c'est une coproduction. Donc dans l'appel, vous avez vu qu'il y a la moitié de militants et la moitié de gens qui ne sont pas des militants, qui sont des gens d'ailleurs, ça n'a pas été mis en évidence, qui n'ont pas vocation forcément au départ à être des militants, sont des associatifs, sont des syndicalistes. Ça c'est la première chose, donc c'est de s'ouvrir et de débattre avec ceux qui acceptent. Alors je sais au début, on va nous dire vous n'êtes pas nombreux, c'est marginal, mais la question qui va être posée, c'est la qualité du travail, parce que l'objectif c'est maintenant de travailler ensemble. Nous avons une première réunion qui va avoir lieu après les vacances de Pâques. Nous allons faire un séminaire avec les 200 premiers signataires. Nous allons rédiger un document qui posera un certain nombre de questions, mais qui aussi ouvrira des chantiers. Nous aurons un deuxième séminaire à la rentrée de l'été. Il y aura un débat. Donc l'Alliance populaire, ce n'est pas une réponse conjoncturelle. C'est un processus politique qui vise à refonder une formation politique nouvelle, moderne, qui ait d'autres relations avec la société, d'autres modes de fonctionnement, et qui s'irrigue d'une réalité. Parce que quel est le problème aujourd'hui des partis politiques? C'est qu'il y a une réalité vivante. Il y a un engagement militant qui existe, qui est même extraordinaire dans la société, sur le plan associatif, sur le plan du dévouement de tous ceux qui sont dans les associations. Mais les partis politiques, ils vivent en parallèle par rapport à cet engagement. Donc il faut retrouver la symbiose nécessaire. Eh bien, c'est sur cette constatation que nous allons mettre un terme, Julien Drey, à ce Face aux chrétiens. Merci de nous d'avoir répondu à nos questions. Je dis à tous nos auditeurs et téléspectateurs que si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez la retrouver intégralement, c'est bien évidemment possible sur les sites de La Croix, de KTO, de RCF et de Radio Notre-Dame. Et nous nous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt.